Bonjour, bonsoir, on se retrouve sur la deuxième partie du cours sur la pile et on commence simplement par un magnifique résumé de son fonctionnement dans un environnement 32 bits, mais c'est vachement similaire en 64 bits. Donc en ESP, on a notre adresse de retour. En ESP-4, on a la valeur enregistrée de BP. Et en fait, quand on décroît dans la pile, on enregistre nos variables locales. Et quand on croît dans ESP, c'est qu'on enregistre les arguments de notre fonction. OK. La suite du cours traite des bruits dans la pile, donc en fait, ce sont des valeurs tac tac tac. Je vous rappelle que le livre est disponible, hein, il est disponible là je suis sur, attendez, hop, je suis sur, RootMe Repository, vous avez juste à chercher le nom du livre sur internet et vous le trouvez. En gros, le bruit dans la pile, c'est, des valeurs quand on va demander la valeur d'une variable qu'on n'a pas initialisée, en fonction de comment on compile, ça peut ne pas faire d'erreur et nous montrer une valeur qui est située dans la pile. Et donc c'est ce qui est dit là, tac tac tac, donc les bruits dans la pile. Dans ce livre, les valeurs dites bruitées ou poubelles, présentes dans la pile ou dans la mémoire sont souvent mentionnées. D'où viennent-elles? Ces valeurs ont été laissées sur la pile après l'exécution de fonctions précédentes. Par exemple, et là, paf, on s'en va d'ici et on va faire notre magnifique exemple. Donc on a une fonction f1 qui déclare et initialise trois variables, ABC aux valeurs 1, 2, 3. Alright, ensuite on a f2. F2, elle déclare trois variables, mais les initialise pas. Donc en fait, techniquement, dans f2, ABC n'ont pas de valeur. Donc quand avec printf, on va essayer d'afficher les valeurs de ces variables, en théorie, on est censé avoir absolument rien. La question à se poser, c'est est-ce que parce qu'on a initialisé ces variables-là, elles sont envoyées dans la pile, puis affichées par printf, ou alors est-ce que ces variables-là ici, donc ABC, est-ce qu'elles sont écrasées par ces valeurs de ABC, mais elles n'ont pas de valeur en fait. Est-ce qu'elles sont écrasées par ces variables ABC ou pas? Donc est-ce que cette valeur 1, 2, 1, 2, 3 va disparaître? Qu'est-ce que ça va nous retourner? Est-ce que ça nous retourne les adresses de ces variables en mémoire ou que sais-je, ou bien les valeurs 1, 2, 3. Donc on va compiler, touk 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 touk. Donc CL, hop, alors attendez. Donc là moi je suis dans MSVC 2019, dans le cours les boys, ils compilent, ils compilent sous 2010 je crois. Voilà, 2010, tac tac tac, avec cette option-là, donc /fastasm/md. Pour savoir ce que font les options, il faut faire une recherche Google. Ah ouais, putain, oh, il y en a là-dedans. Donc le /md, qu'est-ce que ça fait? Étant donné qu'on utilise Microsoft Visual Studio Code machin bidule comme compilateur, forcément la doc c'est sur Microsoft. Donc le /md il est là, il fait des trucs très bien, DLL spécifique, runtime library, voilà, donc ça fait des options. Ça c'est pas si intéressant que ça pour l'instant à notre niveau. Tac, on est reparti sur notre code et donc on va compiler tout ça. Donc, tac tac, on a bien la version, très bien. Alors il nous dit, warning, les variables machin ne sont pas initialisées. OK, très bien, et il nous crée quand même notre main.exe. Donc maintenant le main.exe, si je fais juste main.exe, quelle va être la résultante de ce code? Ah ah! Ah ah ah, vous allez voir, c'est un truc de ouf. Voilà. Donc ça nous affiche 3, 2, 1. Alors déjà, donc là le print, il affiche les valeurs qui sont initialisées dans F1 alors qu'on est dans F2. Et je vous rappelle que dans le concept de variable globale, variable locale, ça c'est censé disparaître et ça c'est censé ne pas pouvoir être printé. Ok, mais on n'est pas en Python, on n'est pas en Java, que sais-je. Ici, ces valeurs en fait elles sont dans la pile et donc elles sont bien printées. Alright. Maintenant, moi j'ai initialisé 1, 2, 3 et là ça m'affiche 3, 2, 1. Donc en fait ça met mes valeurs à l'envers. Ce que j'ai aussi fait, c'est que j'ai compilé en demandant le code assembleur de notre fonction. Un truc, c'est que c'est le code assembleur de tout. Donc il faut retrouver un petit peu. C'est probablement ici. Alors, tac, tac, tac. Ok. Line 4. Donc là, on a nos valeurs qui sont mises dans la pile, dans l'ordre 1, 2, 3. Ok. 24, 24 parce qu'on a trois valeurs. 3 fois 8, 24. Ça semble logique. Maintenant, moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est quand est-ce qu'elles sont print, ces valeurs. Alright, donc en fait, elles sont appelées là, et effectivement, on a bien CBA, on a bien CBA qui sont appelés donc dans cet ordre-là, donc on a bien notre 3, 2, 1. Ok, donc ça démontre un peu notre programme. Alright, et tout le reste, c'est du truc bidule. Très bien.
On reprend notre cours. Dans notre cours, le compilateur veut nous respecter qu'on a eu pareil. Lui, il a 1, 2, 3 parce que il est en MSVC 2010 et il le dit d'ailleurs plus tard. Tac, tac, tac. Cet exemple a été compilé avec MSVC 2010. Si vous essayez de compiler cet exemple avec 2013, machin, ces trois nombres seront inversés. Pourquoi? Tac, 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 il l'a aussi compilé. Contrairement à MSVC 2010, 2013 alloue les variables ABC dans la fonction f2 dans l'ordre inverse, puisqu'il se comporte différemment en raison d'un changement supposé dans son fonctionnement interne. Ceci est correct car le standard du C++ n'a aucune règle sur l'ordre d'allocation des variables locales sur la pile. Ok, donc c'est correct parce qu'il n'y a pas de règle et le truc il fait ce qu'il veut. Good. Ok, donc dans le cours ensuite il charge l'exemple dans HolyDebug, HolyDBG, tac tac tac, on va pas le faire. C'est juste pour montrer, il rajoute des explications. Et nous ensuite on passe aux exercices. Alors les exercices, euh, en fait je vous explique. Il n'y a pas de correction. Donc c'est soit on trouve la réponse tout seul, et en fait il faut se persuader soi-même qu'on a la bonne réponse, soit on cherche sur internet ou on demande sur internet si on veut la réponse. Le truc là, c'est que moi j'ai fait un peu comme le livre demande, c'est-à-dire que j'ai pas cherché la réponse. Enfin, je l'ai cherché par moi-même, si vous voulez. J'ai pas été sur internet. Quelle est la réponse au challenge 51? J'avoue, j'ai même pas cherché. Euh, J'essaie de trouver moi-même. Donc en gros, j'essaie de chercher moi-même, et c'est pour ça que, bah, tout simplement, j'ai pas forcément de réponse à tout, hein. Euh, voilà. Donc les exercices sont pas super compliqués. On peut trouver des réponses. C'est-à-dire on n'aura pas 20 sur 20 là. Si on devait les faire, on n'aurait pas 20 sur 20. Enfin, moi, je n'aurais pas 20 sur 20. En revanche, on a des éléments de réponse. Alright. Donc on va commencer avec donc le 51, le premier. Donc si on compile ce code avec MSVC, des nombres sont printés, d'où est-ce qu'ils viennent? Ok, donc là on va avoir un include stdh.o printf les %d et le /n return 0. Donc là ça va être un peu exactement ce que vient de voir avec l'histoire de la pile en fait. Très bien. Si on les compile avec MSVC qui a une optimisation /0x, et là, paf, regardez, c'est pour ça que là où il y a un onglet d'ouvert. Pourquoi la situation est complètement différente si on compile avec GCC? Ok. Bah, alors déjà ça, j'ai à peine besoin d'ouvrir GCC parce que, bah, pourquoi c'est différent? Bah, parce que GCC c'est un compilateur qui est différent et qui fonctionne différemment. Et je suppose qu'un prof me répondrait, oui, mais dans quelle mesure il fonctionne différemment? Et moi, je ne saurais pas répondre parce qu'il faut que je compile avec GCC pour savoir. Donc, pendant que je lance ma VM, hop, on peut peut-être répondre. Alors, euh, alors, faut savoir aussi que le concept, c'est pas forcément de forcer, c'est pas obligatoire d'écrire le code et de l'exécuter. En fait, c'est ça, quand t'es en cours, souvent, des fois, c'est même un exercice qu'on pourrait te demander de faire sur papier. Donc là, sans optimisation, moi je dis, ils viennent de la pile. Avec optimisation, je ne sais pas. Pour moi, ils viendront toujours de la pile, mais d'un autre endroit de la pile. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai effectivement écrit ce code et je l'ai compilé, mais pour en tirer le code assembleur. Donc, j'ai été chercher son assembleur. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bien compilé avec optimisation et sans optimisation. Donc, avec le /0x et sans le /0x. Enfin, c'est pas 0, c'est OX d'ailleurs. Alors, juste avant de regarder le code, on peut peut-être aller voir ce qu'il fait. Donc le slash, si c'est 0x ou OX? Bref, plutôt des O. Et là on dirait un 0, mais là c'est des O. Tac tac tac. Donc il utilise. Donc l'OX, il inclut toutes ces optimisations. Euh, Inline function expansion, generate intrinsic functions, favour fastcode et frame pointer omission. Alors dans l'idéal, vous lisez tout, vous comprenez tout et tout est parfait. Dans la réalité, bon courage. Et donc, quelle est la différence entre les deux? Bah, c'est ça qui est assez cocasse, c'est qu'en fait, il y a une différence visible. Je sais plus où c'est, mais je vais le retrouver. On voit bien qu'on a nos trois valeurs, qui sont push, en fait, qui sont mises dans les registres, donc dans RBX, RSI et RDI. Très bien. Ici, ça le fait pas. Et ici, c'est sans optimisation. Avec optimisation, qui prend 48 places
Donc 6 petits bonhommes, 6 petites places dans la pile, alors que là, il en prend à 56, donc il en prend une de plus. Ok? Et alors le truc, c'est que sans optimisation, j'ai du mal à voir ce qu'il fait en fait. Parce que là, c'est très clair, sachant que notre fichier est assez grand, hein. Là, c'est très très clair. Or ici, c'est un peu plus le bordel. Alors avec optimisation, on a la commande push, donc qui fait du -8 et du +8 push et pop, sur la pile. Or sans optimisation, quand je cherche push, j'en trouve pas. Donc ça veut dire qu'il change les valeurs des registres en les appelant en fait. Enfin, il change directement les valeurs là-dedans, parce que si tu en fonction de ce que tu mets dans les plus, tout ça, enfin, il doit le faire quelque part, ou alors il le fait pas du tout. La question c'est qu'est-ce que donne l'exécution avec les deux en fait. Le truc c'est que l'exécution avec les deux, ça donne c'est c'est difficile de voir la différence parce que là, voilà, ça me donne des valeurs random, donc des adresses mémoire et un 1. Très bien. Et si j'exécute le sans opti, ça me donne exactement les mêmes valeurs. Bon, comme j'ai oublié dans la vidéo de l'exécuter sous GCC, je vais le faire là. Tac, tac. Donc, voilà, le code, je l'ai mis dans re51.c. Tac, tac, je compile, machin bidule. Et quand on exécute, là, vous voyez, MSVC nous renvoyait deux valeurs positives déjà, donc des adresses mémoire. Plus ici, il nous mettait un 1. Donc GCC, déjà, il met une adresse mémoire ici, très probablement. Et ici, il met une erreur en négatif, ça doit être soit des adresses mémoire, vu que c'est en négatif, il y a une erreur quelque part, il y a un petit problème. Et sinon, c'est juste une valeur random mise en négatif parce que ça fait une erreur. Alors, nous, si on ouvre avec GDB notre petit Euro 51, palapapapa, breakmain, run, ok. Et là, on fait 10 as. Peut-être qu'on pourrait avoir des infos. Il load ça là-dedans. Ça doit être... Alors attendez, copier. Est-ce que je peux faire un petit x/s de ça? Peut-être pas la bonne idée, mais... Ok, donc ça contient bien. Donc ça c'est bien l'étiquette. Je crois que c'est comme ça que s'appelle l'étiquette qui contient le %d, %d, %d slash n. Move 0 dans EAX. Il appelle ça. Ok, très bien. Les valeurs, on sait pas trop d'où elles viennent en fait. Elles sont pas envoyées sur la pile. Donc on peut pas dire que c'est les valeurs de la pile. Assez spécial ça, hein. Donc si vous avez des informations beaucoup plus précises, beaucoup plus intelligentes, si je puis dire, que ce que j'ai donné, même pour qu'on avance en fait tous ensemble, et ben n'hésitez pas à le donner, à le dire dans les commentaires. Une explication sera forcément la bienvenue. Est-ce que ça casse l'exercice? Pas forcément. Je pense pas que des explications en plus peuvent casser la recherche. En tout cas, moi je vous conseille de rechercher de votre côté de toute manière. Et on va passer à l'exercice suivant. Touc, touc, touc. Ok, l'exercice suivant. Donc qu'est-ce que ce code il fait? Alors, tac tac tac, donc push 0, ok. Time 64, donc il y a un appel à time 64 qui est fait. Push EX, ok. On appelle le %d et on printf. On ajoute 16 à la pile, on XOR et on se barre. Ok. Donc là, juste en lisant ça, on peut se dire que ça appelle la fonction time64, ça enregistre la valeur de time64 dans EDX ou dans EAX ou dans les deux, ça je ne sais pas. Ensuite, on a l'offset %d, ok, qui est mis dans le printf, et donc printf, il appelle, donc printf, il est appelé, et il print très très sûrement la valeur de time64. Et ensuite, on se barre de la pile dans laquelle on a mis que deux valeurs. Ok. Donc voilà, c'est pas très compliqué comme code. Si on regarde donc ensuite, tac tac, kyle6 armmode, time, donc là on a aussi une fonction time, en fait ça fait exactement pareil que le code du dessus. En mode ARM, en thumb, en 64 bits, en MIPS. Ouch, bon, ça c'est sur IDE. Ok. Ok, donc vous pouvez tout regarder vous-même, hein, je rappelle, tout est disponible pour regarder tous les trucs. Nous, on va juste se focus sur les petites questions là. Pourquoi MSVC il a replacé time parenthèse parenthèse avec time 64? La réponse, une simple recherche sur Google de qu'est-ce que time 64 vous donne la réponse. C'est tout simplement que time en fait c'est un wrapper. Alors wrapper qu'est-ce que c'est?
Donc une fonction wrapper, tada! Vous avez vu, c'est dur de trouver les réponses. En programmation informatique, une fonction wrapper est un programme dont la fonction principale est d'appeler une autre fonction. Donc en fait, c'est juste que time, il est remplacé par time64 parce que quand on l'utilise, il appelle une autre fonction et il est remplacé par time64. Je pense que c'est ça la bonne réponse, ou peut-être que je l'exprime mal, mais en tout cas, c'est ce que je pense. OK, good. Est-ce que c'est correct? Oui. Est-ce que c'est dangereux? Non. Si on en a conscience, je pense. Ça peut causer des problèmes si time, il appelle time32 et qu'on voulait être en 64, mais je pense pas que ce soit dangereux. Peut-être, peut-être. Tout est dangereux, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui n'est pas dangereux finalement dans cet univers? Bref, ma réponse c'est non. Voilà, comme ça il faut choisir que j'ai tort ou raison, au moins j'ai choisi. Qu'est-ce que printf va print après l'année 2038? Alors ça, je l'avais en fait, sans chercher, j'ai deviné. Je ne connaissais pas exactement la réponse, maintenant je la connais, mais j'avais deviné. En fait, en informatique, je sais qu'il y a une sorte de bug qui va se produire, pour le 32 bits, mais je connaissais pas la date de 2032 de 2038. En fait, c'est que comment calculer le temps en informatique? C'est de ça d'où j'ai deviné le truc. En fait, pour savoir quelle heure il est, dans n'importe quel programme, ils ont pris comme référentiel le 1er janvier 1970, et depuis les programmes, n'importe quel programme de temps compte les secondes écoulées depuis cette date. D'accord? Donc on a l'heure actuelle et en fait on a juste un nombre de secondes depuis cette date qui est compté. Et donc quand on appelle les fonctions temps, ce nombre de secondes il est uniquement transformé donc en, comment dire, en date, en temps écoulé. Donc là si je fais le time 64 aujourd'hui, bah ça va me donner un jour, voilà, 2 novembre 2021. Très bien. Qu'est-ce qui va afficher après 2038? Euh, alors, avec time64 après 2038, il va absolument rien se passer, il va afficher les dates correctement. En revanche, si on a du 32 bits, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait, après, donc je sais plus c'est quoi la date en 2038, laissez-moi retrouver dans mon magnifique cahier où je prends mes notes. Donc ça va être le 19 janvier 2038, si je me suis pas trompé. Touc, 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 touc. C'est que 2 puissance, en fait, c'est qu'après le 19 janvier 2038, on va avoir épuisé les 2 puissance 32 secondes. Et donc, techniquement, toutes les fonctions 32 bits de time vont complètement crasher, exploser. Et ce sera le bug de l'an 2038. Voilà, faut retenir. Vous notez dans votre agenda, là, 19 janvier 2038. Est-ce que je l'avais pas déjà fait sur un téléphone, ça, de noter ça dans mon agenda? Peut-être. Voilà, donc ça, c'est mes réponses. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Un petit peu long, je n'en doute pas, mais au moins on aura vu des exercices. On n'aura pas forcément les réponses. De toute façon, on n'aura jamais toutes les réponses aux exercices. Et vu qu'il n'y a pas de correction, on peut pas savoir, à part passer des centaines d'heures à essayer de trouver la réponse ou se contenter d'une réponse moyenne. Voilà, faut choisir. Dans la suite, donc on continuera ça, on continuera le cours plus tard. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu et nous on se retrouve une prochaine fois.